Bon, pour avoir un peu quand même une marge de manœuvre pour être libre. Parce que je me rends compte que c'est ce profil-là qui pose problème avec Facebook. non, je sais, c'est pour te taquiner un peu. Quand c'est nous faut réussir, Ouais, ouais. quand c'est nous faut réussir, c'est pas bon. Hein. Ok, vraiment merci beaucoup. Donc, vous avez la parole. Vraiment, merci beaucoup de me donner à nouveau la parole. Je voudrais vous remercier sincèrement pour tous les efforts tous les jours. Pour dire que ce n'est pas du tout évident. Hein. Ce n'est pas du tout évident de toujours être là, disponible à tous. Donc nous remercions vivement les efforts que vous faites jour et nuit. Alors aujourd'hui, je voudrais m'exprimer sur deux sujets d'actualité. Le premier sujet, il concerne les travaux en cours dans la ville d'Abidjan, notamment quelques désagréments que ça pourrait créer et aussi expliquer aux uns et aux autres qu'il est tout à fait normal d'accepter ce qui est en train de se passer. Et je vais revenir aussi sur la question des dédommagements reliés à ces travaux. Et puis, en deuxième point, je vais aborder l'action sociale. Mais bien avant, il est important de rappeler que aujourd'hui, nous avons vu sur cette info, qui est une télévision que nous connaissons tous, elle émet aussi en ligne. Nous avons vu sur cette info des populations à Port-Boué qui habitent des immeubles se plaignent qu'eux n'ont pas encore reçu des dédommagements. Voilà. Donc, ce que nous voulons rappeler, il faut dire que Abidjan est en train de devenir un New York, un Paris, ou bien Londres qui ne dit pas son nom. En réalité, c'est cela. Les grands travaux en cours en ce moment indiquent très clairement qu'Abidjan est en train de devenir une capitale moderne à l'image des capitales des pays occidentaux que nous connaissons. Et ces travaux ne vont jamais sans quelques désagréments. Comme on le dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc il y a plusieurs travaux comme ça. Nous allons rappeler quelques-uns de ces travaux-là. En ce moment, vous avez l'autoroute 2x3 qui part depuis le péage Thomaset pour venir à Ebempe et passer du côté de Yopougon pour continuer sur Songon jusqu'au, va dire, au milieu de la ville de Songon, qui est le carrefour Jacquesville. C'est là-bas que l'autoroute 2x3 qui quitte depuis Thomaset va s'arrêter. À cela, il faut ajouter également la Y4 qui est la voie de contournement, qui sera la CETU d'Abidjan. En réalité, le tracé tel qu'il avait été initié a connu des modifications. Et lesquelles modifications, au lieu de partir de Port-Boué maintenant, la Y4 va partir depuis, on va dire, Grand Bassam. Grand Bassam, pour venir vers Benjerville. Benjerville, ça va passer dans le dos de Cocody pour continuer du côté d'Anyama, en contournant à Bobo, bien sûr. D'Anyama, ça va repartir vers le stade Ebempe et contourner Ndotre pour aller retomber sur l'autoroute du Nord. Mais ça ne va pas s'arrêter là. La Y4 va aller encore retomber sur le carrefour Jacquesville. Du carrefour Jacquesville, la Y4 va prendre le plan littoral. C'est-à-dire ça va passer à côté du littoral là, pour aller jusqu'à retomber du côté de où ça a commencé vers Grand Bassam. Donc c'est une route qui consistera à parcourir tout ce qu'on
contour-là sans toutefois à passer par l'intérieur de la ville ou bien encore passer dans des endroits qui sont vraiment embouteillés. Donc ces grands projets-là également ne vont pas se faire sans quelques désagréments. C'est pareil pour le pont de Yopougon à Djamé, le 4e pont. Le pont de Cocody également, c'est pareil. Quand vous prenez encore le pont de Vidi qui va venir, le pont de Vidi arrive, et le pont de Grand Bassam en Yama également, tous ces grands travaux ne pourront pas se faire sans quelques désagréments. Et le métro d'Abidjan, il rentre également dans cette même logique-là, qui consiste à décongestionner la ville d'Abidjan et à rendre la ville d'Abidjan beaucoup plus belle. Mais pour ceux qui savent, le métro d'Abidjan, il connaît plusieurs retards, tout simplement par le fait que les gens ne veulent pas libérer le passage du métro. C'est très difficile. La libération des emprises a été une étape qui a beaucoup retardé le projet. Le projet, il a annoncé depuis les années 2015. Aujourd'hui, nous sommes en 2022 et les choses avancent toujours lentement. Pourquoi? Parce que les gens, ils occupent le passage du métro. Les études ont été faites dans ce sens. Plusieurs actions ont été faites. Des mises en demeure ont été données aux gens. On a demandé aux gens de libérer les emprises. Mais vous savez, c'est toujours à la dernière minute que les gens ils cherchent à partir. Pourquoi? Nous ne savons pas. Toujours c'est à la dernière minute. Maintenant, la question du dédommagement. Aujourd'hui, nous avons vu encore avec surprise sur cette info, les riverains du côté de Port-Boué se plaignent que normalement, eux, ils devaient être dédommagés, mais qu'ils n'ont pas été dédommagés. Pourquoi ils n'ont pas été dédommagés? Nous ne savons pas. Est-ce que c'est vrai qu'ils n'ont pas été dédommagés? Difficile de répondre à la question. Mais vous savez, c'est une question en général, si vous voulez aborder, il faut être assez prudent. Parce qu'il existe des fois, à la fois ceux qui doivent dédommager, ils font les choses très lentement. Parfois également, ceux qui doivent recevoir les fonds aussi, il arrive parfois où d'autres ne disent pas la vérité. Je ne dis pas que ceux qui sont à Port-Boué là ne disent pas la vérité, c'est pas ce que je dis, mais parfois quand vous partez en profondeur, vous vous rendez compte que de part et d'autre, les responsabilités sont partagées. Aujourd'hui, ce que nous voulons dire, ce que nous savons, c'est qu'en ce qui concerne ces grands travaux, honnêtement, il est prévu que les uns et les autres soient dédommagés. Il est prévu que les uns et les autres soient dédommagés. Ça, en tout cas, le dédommagement, il est prévu. Mais pourquoi est-ce que ça retarde? Nous ne savons pas. Les raisons pour lesquelles ça retarde, nous ne voulons pas en savoir plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ceux qui doivent faire le travail de dédommagement le fassent plus rapidement pour que les travaux se poursuivent dans de bonnes conditions. Nous, notre souhait, c'est que les travaux de métro se poursuivent dans de bonnes conditions parce que ces travaux ont connu tellement de retard. Et vous pouvez vous rendre compte du fait que la facture, elle a plusieurs fois connu des hausses à cause des différents retards et de plusieurs autres éléments nouveaux qui sont rentrés en ligne de compte dans le cadre de l'exécution de ce projet-là. Donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, ceux qui sont chargés de faire le travail de dédommagement de tous ceux qui sont impactés par le projet du métro, il faut qu'ils fassent leur travail dans l'efficacité la plus totale pour permettre aux travaux de continuer dans de bonnes conditions. Parce que nous ne voulons plus que ces travaux soient retardés parce que les gens ont toujours occupé les espaces où doivent passer les différents rames, l'espace qui doit être chargé
d'abriter les différentes gares. Les espaces-là sont occupés et ça pose d'énormes problèmes. Et malheureusement, vous verrez toujours des gens qui font la récupération. Le métro, c'est un excellent projet qui va vraiment améliorer le transport dans la ville d'Abidjan. Donc nous ne pouvons plus accepter que ces travaux soient retardés. Donc aujourd'hui, nous voulons lancer un message à l'endroit de ceux qui sont chargés de dédommager les personnes qui sont impactées par le projet. Il faut qu'ils fassent le travail plus vite, dans l'efficacité la plus totale, pour que les délais soient respectés. Il faut qu'en 2025, les premières rames commencent à circuler. C'est très important. Figurez-vous que c'est la phase 1 qui part depuis Anyama, à Bobo, à Djamé, Plateau, Trècheville, Zone 4, Port-Boué, jusqu'à aller, normalement ça doit continuer vers Bassam après. Mais pour moi, ça s'arrête à l'aéroport. Ça, c'est la phase 1. Puis il y a la phase 2 qui quitte depuis Dabou, pour passer à Songon, Lopougon, à Djamé, Cocody pour aller vers Trècheville. Donc il faut qu'on gagne en temps. À tout moment, les mêmes problèmes ne vont pas surgir où des gens se soulèvent pour dire qu'on devait nous dédommager, on n'a pas été dédommagé, payez-nous. À tout moment, ce sont les mêmes problèmes. Et ces problèmes sont récurrents avec plusieurs types de projets que nous connaissons. C'est le moment aussi de lancer des appels à l'endroit de tous ceux et toutes celles qui occupent les emprises. Les uns et les autres doivent comprendre que le développement qui est en cours, c'est pour le bonheur de tous. Donc, il faut que nous soyons indulgents. En la matière, c'est ceux qui ont des documents où les différents projets vont être réalisés sur leur espace. C'est ces gens-là qu'on doit dédommager en ce qui concerne les habitations, les terrains, les maisons et autres. Mais pour les locataires aussi, je crois qu'il y a des dédommagements qui sont prévus. Mais si l'espace ne vous appartient pas, vous devez être assez indulgent également pour comprendre aussi que ce n'est pas à tout moment on va venir s'opposer ou bien on va venir faire du tapage pour se faire voir. Je ne suis pas propriétaire d'un local ou bien d'un espace ou bien d'une maison. L'espace, il est impacté par le projet. Quand on vient pour détruire l'espace, de grâce, il faut que je comprenne. Le peu qu'on a décidé de me donner pour que je puisse me reloger, il faut que j'accepte de prendre cet argent et puis quitter les lieux. Maintenant, c'est ceux à qui l'espace appartient. Si je suis propriétaire d'espace, j'ai les documents. Je suis propriétaire d'un immeuble, d'une maison, d'un lot, d'un terrain, d'un îlot, d'un champ. Si j'ai mes documents, on doit me dédommager. Ceux-là, on peut comprendre leur cas quand ils vont venir se plaindre à répétition. Mais bien des fois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui occupent des espaces, même normalement, où ils ne devaient même pas habiter, ou bien ils ne devaient même pas occuper ces espaces. Mais quand on vient pour détruire, vous voyez, c'est l'aspect de la pitié qui refait surface. C'est l'aspect de la tristesse, on crie au loup. Donc il faut que les uns et les autres comprennent. Tous ces grands projets en cours méritent des sacrifices. Nous n'avons pas intérêt à nous opposer à ces projets qui vont consister à améliorer le cadre de vie, ou bien ces projets-là vont décongestionner complètement la ville d'Abidjan. Nous devons soutenir ces projets. Voilà pourquoi aujourd'hui je voudrais en appeler à l'indulgence des Abidjanais. Et il n'y a même pas que Abidjan. C'est l'intérieur de la Côte d'Ivoire également qui est concerné. Tout le pays est concerné. Tous ces grands projets ont, d'une façon ou d'une autre, impacté les biens ou bien les propriétés de certains. Ça, c'est clair. Mais en la matière, nous savons que des études sont faites. Et ceux qui doivent être dédommagés, connaissant le président de la République, il insiste toujours sur le fait que les uns et les autres doivent être dédommagés avant de faire tout projet. Même le port sec de faire question. Je vous confirme que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, il a insisté pour que les riverains, les villageois, les propriétaires terriens
ils soient dédommagés à la lettre, du premier jusqu'au dernier, avant de commencer les travaux. Et à l'heure où je vous parle, des maisons sont en train d'être construites pour ces propriétaires de terres, afin que le village où ils vont faire le port civil. Donc, en la matière, le président de la République, il donne des instructions fermes, nous connaissons. Donc, de cette même manière, nous voulons que ceux qui sont chargés de suivre ces différentes opérations, d'exécuter ces différentes opérations de dédommagement et de payer également ceux qui sont impactés par eux, nous leur demandons de grâce de faire leur travail en âme et conscience, en toute intégrité. Il est très important de le faire parce qu'à tout moment, nous n'allons pas assister à des situations où nous voyons des gens qui viennent toujours se plaindre, où des gens viennent toujours crier au loup. Pourtant, nous savons que des études sont faites, plusieurs enquêtes sont menées, plusieurs sondages sont effectués pour que ces travaux-là se réalisent dans de très bonnes conditions. Mais toujours à la dernière minute, des gens se soulèvent. Il est grand temps qu'on en finisse avec ce genre de pratiques. Ce n'est pas du tout intéressant. Ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on avance. Je voudrais appeler également à l'indulgence de tous ceux et toutes celles qui sont impactés par ce projet-là. Il faut qu'on accepte de faire le sacrifice. C'est très important. En même temps, je voudrais rebondir sur l'aspect social. Sur l'aspect social également, je voudrais saluer et remercier vivement la clairvoyance de son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République. D'une part, les filets sociaux qui sont en cours depuis les années 2007, pas 2007, 2017, depuis pratiquement plus de 5 ans, les filets sociaux ont été initiés. Les filets sociaux, c'est un mécanisme qui consiste à payer des citoyens à très faible revenu. Et en la matière, plusieurs familles ont bénéficié de ces fonds. Où par trimestre, les gens ont reçu 36 000 francs CFA. Des centaines, pour ne pas dire des centaines, c'est des milliers de familles ont reçu ces montants sur plusieurs trimestres. Et jusqu'à l'heure même où je parle, ce montant a continué d'être versé à plusieurs familles en Côte d'Ivoire. À cela, il faut ajouter également les 3 200 milliards de francs CFA qui sont prévus dans le cadre du programme social en ce qui concerne les régions qui sont susceptibles d'être attaquées par des terroristes ou bien des régions qui font face aux zones terroristes. Plus précisément, les régions du Nord. Là-bas, plusieurs projets ont été envisagés pour une enveloppe de 3 200 milliards de nos francs. Donc, nous voulons encourager le gouvernement à toujours améliorer la situation des populations à faible revenu et des pauvres. Nous remercions vivement la clairvoyance des enlèvements. C'est pour cela, aujourd'hui encore, nous voulons interpeller ceux qui sont chargés d'exécuter ces grands projets dans le cadre de l'action sociale. Faites votre travail correctement. Nous demandons avec insistance à la primature de suivre attentivement tous les projets en ce qui concerne le social. Il faut que l'argent arrive à bon port, c'est très important. Mais en même temps, ce que j'étais en train de dire, à Abidjan, vous savez, il y a beaucoup de pauvres. Bon, pour être plus modeste, il faut dire qu'il y a beaucoup de populations à très faible revenu dans la ville d'Abidjan. Et les grands projets qui sont en cours, comme je l'ai dit, vous savez, les populations se sont installées dans des endroits où il ne fallait pas. Dans des zones à risque, récemment, vous avez vu, il a été demandé à plusieurs populations installées dans les zones à risque de déguerpir ces lieux-là. Avec la saison des pluies, on a vu parfois il y a eu des dégâts. Donc, quoi qu'il en soit, les pauvres, sinon les populations à très faible revenu, ont toujours des difficultés à cause des grands travaux en cours, ou à cause même du coût de la vie, ou à cause même du développement. Parce que le développement, il a son prix.
Et lorsque vous n'avez pas d'argent, c'est très difficile, surtout quand on est dans la capitale. Donc c'est pour cela que je voudrais encore plaider aujourd'hui la cause des populations à très faible revenu à Abidjan et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Pour dire qu'il est arrivé parfois où vous allez voir, il y a des gens, ils ont dit, bon, nous on vendait ici, ou bien on avait notre atelier ici, ou bien on avait notre magasin ici, mais la route est passée, ou bien tel projet est passé, on a cassé. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est que le gouvernement, au-delà de tout ce qui est en train d'être fait dans le cadre du social, que je salue et que je soutiens, regarde encore un peu plus bas. Nous le savons, des enquêtes d'opinion sont toujours organisées par le gouvernement dans les bas quartiers, dans les quartiers à très faible revenu, pour prendre en compte l'aspiration des populations. C'est dans ce cadre-là que je voudrais demander au gouvernement de sortir ces différentes enquêtes d'opinion et sondages et statistiques également, pour analyser attentivement la situation. Parce que le développement qui est en cours, il doit prendre en compte les aspirations des populations à très faible revenu ou les aspirations des populations à faible revenu. C'est très important. Et il est important également de penser à des mécanismes d'insertion de ces populations ou de penser à ces populations en ce qui concerne l'action sociale également. Pour que, au bout du compte, les gens, ils savent où il faut se loger et les gens arrivent également à se nourrir, les besoins primaires, la nourriture et le logement. Parce que vous savez, le logement est devenu un problème à Abidjan, un casse-tête chinois. Les prix ont flambé et ceux qui habitaient les zones à risque, on leur demande de partir. Les gens, parfois, ils ne savent pas où se loger parce que le logement, il coûte extrêmement cher. Donc, il faut qu'aujourd'hui, le gouvernement essaie de revoir, d'analyser à nouveau les différents dossiers concernant les populations à très faible revenu dans les bas quartiers, dans les quartiers pauvres, à Abidjan et un peu partout à l'intérieur du pays. Et à asseoir des mécanismes qui prennent en compte les réalités de ces populations-là en ce qui concerne leur survie, pour ne pas dire même le fait qu'ils puissent avoir accès aux besoins primaires. C'est très important. Parce que quand on regarde aujourd'hui des jeunes gens qui n'ont pas raison de s'installer dans des zones à risque, qui étaient installés dans des zones à risque, qui étaient installés dans des zones où il ne fallait pas. On a cassé les magasins, on leur a demandé de partir, on a demandé à d'autres de ne plus loger à ces endroits-là. C'est vrai, ils n'ont pas raison. Mais lorsque on regarde l'aspect social de la situation, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas d'argent, ou bien compte tenu du fait que la vie est déjà difficile pour eux, il faut qu'on regarde attentivement la situation pour asseoir des mécanismes après des études approfondies qui prennent en compte le fait qu'ils doivent avoir accès aux besoins de base, le logement, le déplacement, la nourriture et puis aussi l'emploi. C'est très important. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, je voudrais plaider leur cause pour demander au gouvernement de regarder attentivement dans les quartiers où les populations ont des revenus très faibles, dans les bas quartiers, dans les zones à risque, pour faire à nouveau quelque chose à l'endroit de ces populations-là, en ce qui concerne l'insertion sociale, le logement, l'alimentation, l'électricité et l'eau potable. C'est très important. Donc, pour ne pas être long, voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci beaucoup, Sundiata, parce que c'est très bon de parler de la politique, mais il ne faut pas oublier que nous devons vivre de la politique en ce que les politiciens ou ceux qui sont à l'exercice de la politique puissent apporter un mieux-être aux populations. Et une belle manière de juger l'acte politique sur le terrain, c'est à travers la dynamique même du développement en termes d'indicateurs humains. Ça veut dire quoi? S'il y a un politicien qui fait politique là, mais toi tu ne gagnes rien dedans là, il faut quitter derrière la personne. Politicien improductif, politicien médiocre comme Laurent Gbagbo, si tu le suis là, tu seras jeune patriote, tu vas retrouver tes chemins au Bénin. Politicien improductif, médiocre comme Henri Konan Bédié, si tu le suis là, tu vas devenir Whisky Konan. Mais quand tu suis Alassane Ouattara, on dit qu'il y a tellement de développement
qu'il n'y a pas de route. Et c'est en ce sens qu'un de nos frères qui est sur YouTube disait ceci, il s'appelle Ibrahim Koulibaly, que je vais appeler mon général. Il dit, c'est parce qu'ils savent que le Prado est actuellement là. Ils n'aiment pas trop le bruit. Mais même à Paris, souvent pour faire une distance de 2 km, cela peut vous prendre 1 heure du temps à cause du travail. Sundiata, Oui. Tu vois, quand tu es dans un environnement, qui aimerait vivre dans une vilaine maison? Personne. Qui aimerait vivre dans une ville dégradée? Personne. Qui aimerait marier un vilain garçon? Personne. Qui aimerait marier une vilaine femme? Personne. Mais tout coûte, tout a un prix. Quand tu veux être beau gosse, là, ça a un prix. Les Anglais disent beauty hurts. Là, quand une femme se rend belle, là, ça la blesse. Parce que toi, le garçon, tu vas mettre la main dans la poche et elle, là, pour devenir belle, là, ça fait mal. Mais mieux vaut être beau que d'être laid. Mieux vaut donner envie que de faire pitié. Alassane dit, lui, il a choisi Côte d'Ivoire, là, sur son époque, là. Ça ne sera pas la lagune poubelle que Laurent Gbagbo avait laissée aux Ivoiriens. Ça ne sera pas les tas d'immondices, poubelles, ville poubelle qu'Abidjan était devenue là. Il dit, lui, il n'aime pas ça. La ville du désordre, il n'aime pas. Au lieu d'encombrer la Côte d'Ivoire avec les déchets toxiques, Alassane Ouattara dit, je vais apporter ce qui est beau. Je vais apporter ce qui est bon. Je vais apporter ce qui est attrayant. Et ça a un prix. Alassane Ouattara, là, lui, prend l'argent pour faire. Mais nous, on doit lui accorder le prix qu'on doit payer là. Pour le bien collectif, pour le bonheur dans lequel nos enfants vont vivre, c'est d'être patient. C'est de comprendre qu'aujourd'hui, quand ces travaux-là vont finir là, tout le temps que vous perdez, je me souviens encore de Roulé Kerensky, quand il allait au ministère des Affaires étrangères le jeudi passé, il est sorti à 9 h, je pense bien, mais pour arriver au plateau, c'est pratiquement à 13 h qu'il a pu. Et donc, contrairement à ce que certains voudraient vous faire croire pour dire que tout est encombré, l'encombrement est une preuve d'une dynamique. Une ville qui n'est pas encombrée est une ville déserte. Et là, on peut comprendre qu'il n'y a pas d'activité. S'il n'y a pas d'activité, qui va sortir? Mais c'est parce qu'il y a activité que les gens sortent. Et donc, cette dynamique-là, c'est une dynamique qu'il faut saluer. Et c'est avec Alassane Ouattara qu'on peut voir de telles choses. Et c'est très important. Et vous avez bien fait de segmenter les différentes positions. Parce que on se connaît entre nous Ivoiriens. Il y a ce qui est officiel, il y a ce qui est non officiel, et puis il y a ce qu'on appelle entre nous en bas et en bas. Entre nous Ivoiriens, on se connaît. Quand on dit l'information officielle là, nous tous on est des Ivoiriens. Chacun cherche, mais je vais faire comment pour gagner mon mangement dedans. C'est de ça on va parler. En bas et en bas là, c'est de ça on va parler aujourd'hui là. Si tu veux, il faut envoyer une loi. Même devant Dieu lui-même, là, quand il envoie une loi, là, on cherche à contourner. C'est comme ça que l'Ivoirien est. Les frères, quand vous sortez pour dire on dort dans le cimetière, on dort où ça encore même là, on dort à Bafon. Frère, moi je vais te dire la vérité. À la fin de la journée là, celui qui vient te filmer là pour te montrer à la face du monde là, il est en train d'augmenter ton humiliation. Parce qu'il va te filmer pour dire que tu dors dans le cimetière, les Madou Koulibaly là, ils t'ont apporté quoi? C'est trop facile de dire, ah, il dort dans le cimetière. Il pouvait te donner le bon conseil. Et puis, il faut être un homme indigne pour aller filmer ses compatriotes pour dire qu'ils dorment dans le cimetière. Mais quand on demande pourquoi ils sont allés là-bas, dites aussi les raisons qui les ont amenés là-bas. Et Ivoiriens, on se connaît. Si on connaît le nombre de propriétaires de maisons, tout le monde ne peut pas être propriétaire de maisons, surtout à Abidjan. Toi, tu allais louer une maison chez quelqu'un. On dit on va casser la maison pour faire route là-bas. Toi, tu es locataire. Est-ce qu'une fois tu as demandé à ton bailleur de te remettre une partie de la location que tu payes? Parce que le gouvernement dit on va enlever les gens. Quand on dit qu'on casse un coin là, c'est seulement les propriétaires que ça concerne. Parce que c'est eux qui vont perdre un bien. C'est pas toi qui es le locataire, toi tu ne payes rien. Donc quand on dit on va payer les gens pour pouvoir faire passer des projets d'utilité publique là, ça ne concerne pas toi qui es locataire. Ça ne concerne pas toi qui es voyageur ambulant.
ça ne concerne pas toi qui n'a rien à voir dedans. Et donc, qu'est-ce que les parents font? Comme lui, il est à la maison, comment on va casser la maison? Lui, il attend une prime. Frère, il n'y a aucune loi qui te permet cela. Même une maison, quand tu as le titre foncier là, si le gouvernement en a besoin, ils peuvent casser, ils vont négocier avec toi. Mais ça ne veut pas dire que le propriétaire de la maison va vous donner quelque chose, encore moins le gouvernement. Ça, il faut qu'on explique ça très bien à nos parents. Deuxième chose, les magouilles aussi, que ceux-mêmes qui sont devant les différents processus là, eux aussi, qu'ils arrêtent les magouilles. Il ne faut pas mettre quelqu'un qui n'était pas là-bas dedans et puis vous allez vous partager le gain. Ça aussi, c'est pas bien. Parce que quand c'est comme ça, ceux qui méritent en réalité là, eux finissent par ne pas avoir. Et troisième chose, il faut que le gouvernement lui-même continue de communiquer. Ça, c'est pas seulement relativement à cela. Continue de communiquer sur tous les projets. On a augmenté le salaire des fonctionnaires là. Dans un langage terre à terre, venez nous expliquer pourquoi c'est important et dans quel aspect c'est utile. Venez nous dire que depuis que Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a parlé son français, là, on n'a rien compris. Hein. Venez nous expliquer, venez nous expliquer que Alassane Ouattara dit, depuis 1960, c'est nous on suit les politiciens, mais nos parents là, leur salaire n'avait pas augmenté. Or, tous les jours, les choses augmentent. Les prix des choses augmentent. C'est ça qu'on appelle l'inflation. Alassane Ouattara même a regardé et dit vraiment, chers Ivoiriens, vous avez fait trop de sacrifices. Donc maintenant là, moi-même là, je vais augmenter les salaires. Quand on augmente le salaire là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fonctionnaires vont faire des dépenses. Donc ça va arranger tout le monde. Il faut que le gouvernement communique dans des termes qui soient accessibles à toutes les couches. Aujourd'hui, avec l'embellie économique, nous n'avons pas les mêmes enjeux. Quelqu'un aujourd'hui qui fait partie de la classe moyenne en Côte d'Ivoire n'a pas besoin qu'on lui dise qu'on ne mange pas la macroéconomie ou mais n'a pas besoin qu'on lui explique terre à terre. Lui déjà, le plus-value qu'il reçoit là, c'est ce que lui veut maintenir. Lui veut maintenir son standing de vie. Et donc, la manière de parler à une telle personne est différente de quelqu'un qui se retrouve dans les bas quartiers comme nous autres. Et ça, il faudrait que le gouvernement travaille sur ça. Je le dis et je le réitère. Ce que tu viens de faire là, c'est le travail des cellules de communication du ministère de la Construction des Infrastructures. Si on expliquait correctement, on dit, ah, vous dormez dans le cimetière. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé dans le cimetière? Ah non, ils ont cassé notre maison. La maison là, c'est pour qui? Montrez-le le propriétaire. Quand on prend le propriétaire, on le montre. On dit, mais ceux-là, tu les connais? Oui, ils étaient mes locataires. Mais l'affaire est finie. Il faudrait qu'il y ait une communication fluide. Il faudrait qu'il y ait une communication à différentes strates. Mais il faut que les gens communiquent pour expliquer les bonnes actions du gouvernement. C'est vraiment très important. Plutôt que de faire croire aux gens comme l'opposition le fait, que les embouteillages avec tout ce qu'on voit là, c'est un malheur. Chers parents, quand toutes ces infrastructures là seront débloquées, vous allez voir combien de fois la vie va devenir plus belle. Plateau à Abidjan et plateau à Bobo là, tu vas faire ça en 15 minutes. Si tu veux, tu peux prendre train. Si tu veux, tu peux prendre bus. Si tu veux, tu peux prendre baka. Si tu veux, tu peux prendre taxi. Et c'est très important. Et ça, c'est ce que j'allais dire en ajout de ce que vous avez pu dire ce soir. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup pour cet ajout parce que la réalité de ce qu'on ne dit pas aux gens, vous l'avez souligné plusieurs fois, chaque fois qu'il y a ces projets, vous voyez, les gens se soulèvent. Pourquoi c'est au moment où on vient pour détruire que les gens se soulèvent? Pourtant, ils ont toujours des mises en demeure. Ils sont très bien informés qu'on va les déguerpir ou bien qu'on va casser. Mais c'est toujours à la dernière minute qu'il y a des crissements. Donc, il faut qu'on en finisse avec cette façon de faire. C'est ce que je voudrais ajouter pour terminer. Merci beaucoup, le concurrent. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Excellente soirée à tous. Bonne édition. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, il faut dire que l'actualité évolue, elle est très dynamique.
Et donc, contrairement hier au grand mensonge que tenait Sékou Tounkara, qui est un des propagandistes de bas niveau pour essayer de convaincre les uns et les autres au Mali, malheureusement, ce n'est vraiment pas notre plus grand plaisir. Mais, contrairement à ce qu'il disait hier, qui était totalement faux, je vous confirme sur les bases du Figaro, qui a été produit aujourd'hui et mis à jour à 12h56, la ville de Talatay, qui est située à 150 km de Gao, est malheureusement tombée aux mains des misérables et malheureux djihadistes. Et nous prions Dieu pour qu'il puisse sauver l'âme des populations qui y sont, parce que les djihadistes sont les pires des créatures. Et malheureusement, il faut le dire, sur le front, les forces armées du Mali ont fui à pied et ont abandonné et certainement ont enlevé leur tri, ils ont déposé leurs armes et ils ont fui. Et ils ont même laissé 2 blindés légers sur le terrain là-bas, aux mains des djihadistes. Et donc quand on nous dit que l'armée monte en puissance, et ce que j'ai dit là, Gauthier Pasquet confirme cela. Et donc, où sont ces avions ultra supersoniques pour ne pas être capables d'au moins maintenir les villes qu'il faut? Et donc, le mensonge peut prospérer dans les esprits des idiots, mais les gens intelligents vont toujours mettre les preuves en face. Et à Sékou Tounkara, j'aimerais lui dire, hier, ce que tu disais là, les preuves, quand on parle de preuves là, on parle de sources fiables. On ne prend pas les propos d'idiots et dit que c'est une vérité. Moi, quand j'ai parlé là, j'ai mis les preuves. Ce que j'ai dit là, j'ai mis ça sur la plateforme. Et j'ai donné la source, le Figaro et Gauthier. Et donc, ce que j'attends maintenant, c'est qu'on me dise, frère, c'est une fausse information. Et donc, chers Maliens qui est sur la plateforme, j'ai vu que dans les 2 semaines passées, il y a plus de 20 000 d'entre vous qui vous êtes connectés sur notre page. Et par respect pour vous, nous ne sommes pas contre les Maliens, mais par respect pour vous, comme pour tout le monde d'ailleurs, on préfère vous dire la vérité. La ville de Talatay, à 150 km de Gao, a été prise par les djihadistes. Et l'information est là, elle est devant tout le monde. On attend maintenant qu'on vienne nous dire que c'est faux. Et donc, mesdames et messieurs, prions Dieu que les Maliens, à travers leurs autorités, se ressaisissent et permettent aux forces internationales de mettre fin au djihadisme qui est imposé au Mali et qui fait l'affaire même d'Assimi Goïta en ce moment. Et la dernière fois, j'avais dit que le djihadisme ne peut être combattu que par une force internationale. Mais quand tu parles, les gens disent « Ah non, toi c'est comme ça ». Est-ce que les Russes n'ont pas été chassés d'Afghanistan dans les années 80? Est-ce que les Américains n'ont pas été chassés d'Irak? Est-ce que les Américains n'ont pas été chassés en 2020 ou 2022 là, de l'Afghanistan? C'était en 2020, alors non. Mais c'était tout récemment. On ne peut pas gagner une guerre contre le djihadisme sans l'implication de tous. Parce que c'est un hydre. C'est comme une pieuvre. Et donc, si les grands États, comme la Russie et les États-Unis même là, ont fui des champs de guerre maintenus par des terroristes, ce n'est pas le Mali qui va gagner contre le terrorisme. Ce n'est pas Wagner qui va gagner une guerre contre le terrorisme. Mais ça sera véritablement tous les pays africains, c'est-à-dire le Niger, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali lui-même, le Burkina. Ils vont avec le G5 Sahel, sans oublier la participation. Parce qu'on parle, mais les gens ne comprennent pas. Hein. Les djihadistes là ne sont pas nés dans le vent. Chers Maliens, écoutez-moi très bien. Quand quelque chose existe, c'est que c'est quelqu'un qui l'a créé. Djihadisme là, tout le monde sait c'est qui. Tout le monde sait c'est qui. Ce qu'on vous dit là, quand quelqu'un est le voleur dans ta maison là, il faut lui donner la clé de la maison. Et puis tu lui dis, le jour qu'on vient que quelque chose manque là, c'est toi qui as la clé là, c'est toi en fait qui es le voleur. On savait que tu étais le voleur, mais quand on a fermé devant tout le monde, tu as remis la clé là. Donc il faut qu'on implique tout le monde. Et puis on va voir maintenant si tout le monde sera contre le Mali. Ce que j'ai dit là, c'est une parole très intelligente. Et les individus intelligents seuls pourront comprendre. Mais tant qu'on ne fera pas cela, on paye des idiots au cerveau congelé
pour venir mentir, pour dire que l'armée va bien, l'armée monte en puissance. Mais si cette armée-là va bien, là, pourquoi vous n'encouragez pas vos frères et vos cousins qui sont à Bamako d'aller dans cette armée-là? Là, comme ça, ils vont devenir des héros nationaux. N'acceptez pas qu'on tue les parents des autres. N'acceptez pas qu'on humilie l'armée malienne. Et regardez comment les Maliens ont fui aujourd'hui. Ils ont enlevé leur ringues. Ils ont enlevé d'autres avec culottes. Pour la dignité de l'armée malienne, je ne veux pas poster ça. D'autres avec culottes. Des culottes, comment on a, chocoto, voilà. Avec des badets. Ils ont enlevé, ils ont déposé les armes. Ils ont fui. Ça, on peut mentir encore aux gens que l'armée monte en puissance. L'armée ne monte pas en puissance. L'armée est en train de descendre en couille. C'est ça la vérité. Parce que quand vous partez regarder dans les camps de Kati, c'est la débandade. Et de suite, quand je vais finir de parler, je vais poster une autre vidéo où on nous montre le nombre les femmes qui ont perdu leur mari. Elles sont là-bas dans le camp, dans les maisons en banco, dans des conditions insalubres. Même l'électricité, elles n'ont pas. Et quand leurs maris sont morts, 6 mois après, elles ont arrêté d'avoir leur sol. Ce que j'ai dit là, c'est les Maliens qui disent ça. Et puis ce que j'ai dit là, je vais mettre preuve. C'est pas que j'ai dit non, non, non. Dès que je finis de parler, je mets la preuve. Donc, l'émission continue. Si je mens, il faut sortir pour dire ce que tu as montré là, c'est faux. C'est de ça qu'il est question. Quand un vrai garçon parle, il dit voilà ce que j'ai dit, voilà pourquoi j'ai dit, et puis j'attends que ceux qui sont sûrs de ce qu'ils disent viennent nous dire que c'est faux. Et donc, je vais poster la vidéo du camp, le camp de la honte, qu'on appelle le camp de Kati, où les veuves sont entassées dans ce camp. Et leurs maris sont morts. Et les misérables soldes qu'on leur donnait, 6 mois après, c'est coupé. Et ces veuves-là n'ont aujourd'hui que Dieu. Et vous blaguez les soldats maliens d'aller se faire tuer au front, comme ce qui est arrivé à Talatay depuis hier. Et vous voulez que cela meure. Toi, parce que tu as reçu quelques miettes, tu viens mentir pour encourager ces personnes-là, pour les amener à la mort. J'ai dit aux militaires maliens, ne vous donnez pas à la mort. Assimi est en train de faire son marché sur votre tête. Assimi s'en fout que l'armée malienne meure. En réalité, Wagner est là pour le protéger, mais pas pour protéger les Maliens. Ça, c'est une vérité, il faut qu'on vous la dise pour que vous reteniez. Et aujourd'hui, c'est le 7 septembre 2022. Et j'attends de trouver des gens qui vont venir dire que ce qu'on a dit est faux. Je vais mettre la vidéo pour vous montrer les malheurs que les femmes des veuves qui sont mortes au front subissent actuellement dans le camp de Kati. Et donc, mesdames et messieurs, nous continuons avec nos sujets. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, cher frère. Oui, bonjour, éclaireur. Oui, comment ça va? Oui, ça va très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Dieu merci. Okay. Éclaireur, aujourd'hui, disons, ces temps, les dieux de la technologie ne sont pas avec moi. Non, c'est tout le monde, hein, c'est pas facile, mais on tient. Ah, On vraiment? tient. Non, en fait, j'ai pas des machines. Après l'ordinateur, Oui, c'est le oui. téléphone qui avait mes jeux et tout. C'est comme ça souvent la technologie, mais on fait avec. Oui. Par la grâce de Dieu, ça va, je suis très heureux. Mhm. Donc, incessamment éclaireur, je vais rentrer dans le vif du sujet. Mhm. Je vais d'abord commencer par saluer toute la classe et encourager tout le monde, dire merci à tout le monde par rapport au boulot qui a été effectué. Vraiment, ça a été une grande œuvre, le fait d'aller déposer les différentes motions et les différentes ambassades. Et comme promis, sur place, on a fait ce qu'il fallait faire. Et je le répète encore, tous ceux qui voudraient aller déposer dans des ambassades, quel que soit l'endroit, qu'ils le fassent, ils prennent contact avec Éclaireur, juste qu'ils le fassent. Nous allons nous charger du reste ici. Et puis, en dernière position, je dirais que j'ai bel bien reçu la motion de l'ambassade, l'accusé de réception, disons, de l'ambassade d'Angleterre, et que j'ai gardé au chaud, parce que je l'avais dit, M. Sam, je lui avais dit que dès que les autres me seraient parvenus, j'allais le voir pour pouvoir déposer toutes les autres motions.
Donc j'attends, peut-être on va se donner un délai au plus une semaine pour voir ce qui sera. Peut-être qu'il y aura des nouveaux qui vont faire. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc éclaireur, j'aimerais commencer ce soir par dire merci beaucoup au président de la République et à son gouvernement pour tout le boulot abattu. Les encourager sur tout le plan social parce que vraiment, il y a du boulot à faire. On lui a laissé un pays vraiment au bord du gouffre. Je ne dirais pas on. Laurent Gbagbo, avec L minuscule, Bédié et autres consorts, ont laissé un pays vraiment délabré au président de la République. Et voir aujourd'hui tout ce qu'il est en train de faire et en dernier, les différentes mesures de redressement par rapport aux salaires, aux augmentations, etc., en général sur le plan social, vraiment c'est à saluer. Je ne pouvais pas prendre la parole sans saluer cela. Mais éclaireur, j'aimerais en même temps encourager le gouvernement à aller un peu plus loin. Comme on a l'habitude de le dire sur cette plateforme, quand on a un monsieur comme son Excellence Alassane Ouattara à la tête d'un pays comme la Côte d'Ivoire, on ne peut que demander plus. Je dirais donc mes encouragements à aller vers le secteur privé pour que les améliorations se fassent aussi de la même façon. Peut-être pas d'égal à égal, mais il faut que quelque chose soit fait. Heureusement même qu'il a déjà donné l'ordre au Premier ministre de chercher à rentrer en contact avec les différents représentants de cette société, de ce côté privé-là. J'espère que vraiment les choses vont rentrer dans l'ordre. Merci à tout le monde. Éclaireur, je ne serai pas long ce soir. J'aimerais intervenir un peu sur un sujet que Sundiata venait de relever en ce qui concerne le dédommagement des différents impactés par rapport aux différents projets du gouvernement. Éclaireur, je suis un impacté aussi. Et vous savez comment les choses se passent. La dernière fois, dans le secteur où se trouve la cour, on m'a appelé Dada qui sont en train de casser toutes les cours de là-bas. Qu'est-ce qui se passe exactement alors que le dédommagement n'a pas été fait? Je suis allé personnellement avec tous les dossiers d'enregistrement que j'avais. J'ai trouvé le machiniste et puis l'ingénieur qui était à côté. Ils nous ont dit, mais on ne peut pas casser une maison sans que ce ne soit dédommagé. Il avait une carte à main, il m'a montré les cartes. C'est pour juste prévenir ceux qui ont été dédommagés et qui sont encore là, que c'est une réalité, parce que les gens ne croient pas. Ils prennent l'argent, ils mettent ça sur eux, et puis ils sont encore là. Donc il m'a dirigé vers leur cellule technique qui est située à la perception d'Aniama. Pour ceux qui connaissent bien Anyama, j'y suis allé et ils m'ont tenu le même langage. Messieurs, ne vous inquiétez même pas. Tant que vous ne serez pas dédommagés, on ne va rien casser. Tous ceux qui sont en train d'être cassés, c'est des gens qui ont été dédommagés. Et éclaireur, un grand merci au gouvernement parce que vous savez que du secteur où je vous parle, les locataires qui étaient là-bas ont eu des perdiens pour pouvoir aller chercher des maisons ailleurs. Pourtant, ils ne sont pas les concernés, ils ne sont que des simples locataires. Moi, je me demande comment le gouvernement du président Alassane Ouattara ferait pour faire du 2 poids 2 mesures. Ce n'est pas possible. C'est un projet. Si une décision a été prise pour une personne, ce sera la même pour tous ceux qui sont impactés dans ce projet-là. Ceux qui interviennent dans ces jours pour dire, demander pardon, laisser les maisons, etc., soit ils sont dans la mauvaise foi, soit ils sont dans la manipulation. Et moi, je leur dis, que ce soit un cas ou l'autre, qu'ils quittent dans ça, comme on le dit chez nous ici. Parce qu'on ne peut pas faire un bon plat d'omelette sans casser des œufs. Ce n'est pas possible. Et on ne développe pas un pays avec la pitié. On veut que les choses soient bien faites, mais on ne veut pas faire ce petit sacrifice-là. Éclaireur, vous avez mentionné mon histoire tout à l'heure. J'ai fait près de 3-4 heures du temps pour arriver au plateau. Mais est-ce que ça va m'empêcher demain d'y retourner si besoin se faisait sentir? Je sais que c'est pour la bonne cause, c'est ce sacrifice-là qu'on nous demande. Pour ceux qui connaissent Anyama, à l'époque, avant l'arrivée du président de la République,
pour quitter Anyama pour atteindre Aboubou, on pouvait faire 1h30, 2h du temps par rapport à la route. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? En 5 minutes en personnel, on est déjà à Anyama quand on quitte Aboubou. Alors, c'est pour tous ces biens-là qu'on fait ça. Mais vous rentrez dans la manipulation et puis vous voulez qu'on arrête des projets à cause de vous seulement. Non, 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 vous n'êtes pas au-dessus du pays. Moi, je leur dis tout simplement qu'ils fassent vraiment profil pas. Je suis sûr que les dédommagements ont été faits, qu'ils fouillent bien, ils vont trouver le temps de ces dédommagements-là. Ou bien, si ces dédommagements n'ont pas encore été faits, qu'ils s'inquiètent, fouillent aussi, ça ne sera pas détruit maintenant. Mais tôt ou tard, ils seront dédommagés, ça n'a pas encore été fait, et les choses vont avancer, les travaux vont avancer. Nous sommes trop en retard actuellement. Il faut que les choses s'accélèrent. Éclairer, c'est ce que j'avais voulu dire sur ce point-là, et finir sur le plan de la justice. Éclairer, ma plus grande déception depuis que le président de la République est à la tête de ce pays, c'est ce facteur-là, le facteur de la justice. Je ne cesserai jamais de le dire tant que je vais intervenir ici. Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le guépard des présidents, je dirais, mondiaux. Ici, vous avez flanché. Sur le plan de la justice, vous avez échoué. Mais comme vous êtes encore au pouvoir, je dirais que vous êtes en train d'échouer. Mais il n'est pas encore tard pour redresser les choses. J'appelle aussi le ministre de la Justice, le procureur de la République. Nous, la population victime des différentes crises depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, nous crions justice. Mieux vaut faire justice que vengeance. Parce que je vous le dis, si nous tombons dans le spectre de la vengeance, on va beaucoup raser les choses. On va beaucoup raser les choses et même les humains. Cela me permet donc de lancer un appel à ces opposants fantoches. Monsieur Laurent Gbagbo, Madame Simone Eve Gbagbo, Michel Gbagbo, s'il vous plaît, vous nous emmerdez. Vous ne serez rien dans ce pays, vous ne serez plus rien dans ce pays-là. Donc, évitez d'hypothéquer l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits frères. Prenez vos rentes viagères colossales et allez vous coucher dans vos villages respectifs. Regardez ceux qui ont envie de travailler, travailler. On en a marre de vous. Éclaireur, est-ce que vous avez, depuis ces gens-là sont revenus dans le pays, là, vous les avez une fois entendu? Si je viens au pouvoir, voici ce que je vais faire pour améliorer ce que Ouattara a fait? Jamais de la vie. Madame Simone se permet macroéconomique de baigner dans... Mais écoutez, vous pensez que le président de la République, c'est un petit monsieur? Il a la compétence, il a l'intelligence, et il est en train de vous prouver ce qu'on appelle un président performant sur le terrain. Vous n'avez pas honte. Vous regardez comment vos petits-enfants à la maison. Arrêtez de nous emmerder. Et ceux qui vont dans les publics en train de proférer des propos agressifs, je vous mets en garde. Quand ça va déclencher, ce que vous recherchez, quand ça va déclencher, je vous jure que c'est par vous on va commencer. Je ne le cache même pas, par vous. Je parle des Katina et consorts. Tu as volé l'argent du pays ici, tu as fui. Le président a eu pitié, il t'a ramené, il t'a réintégré. Ce sont tes propos comme ça de menaces qui sortent. Ok, ce que vous cherchez, vous l'aurez. Éclaireur, c'est ce que j'avais voulu dire, bien de choses à toute la classe, surtout le cyclone Berthe qui est mon beau numéro 1. Je vous dis un grand bonsoir et vraiment à toutes nos Mao, nous vous aimons sincèrement. La preuve a été faite lors de la rencontre de Paris et c'était vraiment génial. Merci à tous. Pour le cœur, on y va. Je suis 49. Merci beaucoup, chers frères, et nous demeurons résolument du côté des 49 et de leur famille, dans la dignité et dans la fierté humaine.
Cher frère, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Parce que tu es venu nous dire que toi-même, tu as été en situation où tu n'avais pas reçu ton paiement. Tu es allé là-bas et tu as vu le comment du pourquoi. C'est de ça qu'il est question. On ne vient pas ici pour dire des choses dans le vent. Merci beaucoup d'avoir été sincère et d'avoir clairement indiqué la voie à suivre. Et surtout, merci d'avoir brossé le cas de la justice qui demeure encore la plaie béante du régime du président Alassane Ouattara. Et nous osons espérer que des solutions seront apportées pour le bonheur même de la Côte d'Ivoire. Pas seulement des victimes. Si on veut que la Côte d'Ivoire se sente mieux et que les Ivoiriens puissent reprendre confiance en la vie, il faut d'abord justice, il faut réparation et la réconciliation viendra naturellement. On ne peut pas créer une séance pour dire non, comme on a créé une fête, les gens se sont réconciliés. C'est du gros mensonge. Ça n'a jamais existé. Vous pouvez faire 1001 cérémonies tant que la vérité n'a pas été dite, tant qu'il n'y a pas eu justice, tant que les coupables ne reconnaîtront pas leurs crimes, tant que réparation morale et matérielle ne sera faite, sachez que c'est du vent qu'on est en train de vendre et ça ne prospère pas. La réconciliation, c'est la plus grosse arnaque politique. Tous ceux qui ont fait les grandes fêtes là, après quand on leur a demandé, depuis le 5 juin 2022, on a demandé à ceux qui ont dit qu'ils juraient par une certaine réconciliation qu'après ça le monde irait bien. On vous a demandé le bilan. Jusque là, ils ont fui. En réalité, c'était une occasion pour voler de l'argent de l'État. C'était une grosse escroquerie sur le dos des Ivoiriens. Sous le prétexte de la réconciliation, ils se sont fait du blé et ils ont fui. Aucune cérémonie de réunion des personnes dans le mensonge ne pourra réunir les Ivoiriens, encore moins les réconcilier. Et même quand les Ivoiriens auraient la volonté de se réconcilier, on ne peut pas réconcilier tout le monde au même moment. Parce que chacun sait comment lui va pardonner. Chacun a son tempérament et chacun a sa manière de digérer. Donc, une fois que ce qui doit être fait est fait, on ne va pas demander à quelqu'un de pardonner. On lui aura remis les arguments pour qu'il puisse pardonner. On a fait justice, c'est vrai. On a fait réparation, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que tu demandes encore? Tu n'as pas été le seul. Mais l'État a fait sa part. Les victimes ont reconnu leurs bourreaux qui ont reconnu les crimes. Après ça, est-ce qu'on a besoin de dire à la personne il faut pardonner? Non. Donc, c'est pourquoi nous disons que les fêtes que les gens organisent là, ça permet à des marchands de faire leur commerce pour voler l'argent des Ivoiriens au nom de ces fêtes-là. Maintenant, les politiciens criminels comme Laurent Gbagbo, qui devant leurs partisans disent qu'ils n'ont rien fait, mais de l'autre côté demandent qu'on les amnistie, ce sont les criminels qui demandent l'amnistie. Et donc si Laurent Gbagbo même reconnaît qu'il est un criminel, ça veut dire qu'il a fait des victimes. Et donc il faut qu'il demande pardon à ses victimes et que réparation soit faite. Ce sont les 300 millions qu'il a pris aujourd'hui pour distribuer à ses enfants naturels qu'il a reconnus aujourd'hui. On pouvait prendre ces 300 millions qui sont en réalité de l'argent de la Côte d'Ivoire pour essayer d'aider les Ivoiriens. Mais tellement il est à l'aise, quand il s'est promené dans le monde, les enfants qu'il a versés, aujourd'hui ils ont fait une réunion de famille. En tout cas, ils ont eu 3, il y a 2 qui sont venus de Paris et puis il y a un qui est venu d'un autre pays, je crois du Ghana. Et il avait une enveloppe de 300 millions pour eux. Alors que ça, c'est l'argent des Ivoiriens. Mais il ne le fera pas pour les victimes. Toi, aujourd'hui, tu peux réunir ta famille, jusqu'à même indemniser d'autres. Parce que tu n'as pas été capable de les reconnaître. Mais tu as tué les enfants des Ivoiriens. Tu as tué les pères de famille des autres Ivoiriens. Et tu penses que Dieu va te pardonner ça? Jamais. Et tu penses que les humains vont te pardonner ça? Et donc, même si tu changes de religion chaque semaine à Laurent Gbagbo, tu es un futur candidat à l'enfer. Tu es un futur candidat à la malédiction éternelle. Tu es un futur candidat qui est voué à la géhenne et à la colère de Dieu. Parce que les enfants des victimes, les victimes elles-mêmes et Dieu ne te pardonneront jamais tant que tu ne feras pas le pas pour ouvrir ta bouche pour dire sincèrement, sous mon régime, il y a des gens qui ont été tués. Et c'est là aussi qu'on attend Alassane Ouattara. Quand il va finir son régime, on va dire combien de personnes qui ont été tuées. Qu'il le veuille ou pas, c'est sa responsabilité. Toi, tu ne veux pas reconnaître ta responsabilité. Tu ne veux pas reconnaître même les crimes que tu as posés. Parce que la responsabilité est encore assumer ces crimes, ça fait 2 choses. Tu es non seulement responsable parce que c'était la gestion de ton régime, mais tu as été coupable dans plusieurs événements. Les escadrons de la mort, on a toujours cité le nom de Simon Olivier Gbagbo et de M. Laurent Gbagbo. C'est vous qui leur donniez
vos commandements. Et ça, c'est sûr de tous. Et vous pensez que vous pouvez blaguer Dieu. Vous pouvez blaguer les humains, mais vous ne pouvez pas blaguer Dieu. Mais le jugement de Dieu sera implacable vis-à-vis de vous. Et vous allez être les habitants de la malédiction éternelle pour toutes les âmes que vous avez eu à détruire. Et ça, nous, on va vous le dire en face. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Il n'y a pas de souci, éclaireur. Tout de suite, l'éclaireur, je prends la photo des différents papiers d'enregistrement par rapport aux différents lots impactés et je vous envoie. Il n'y a pas de problème, cher frère. Vraiment, merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Et ce que je disais relativement au Mali, j'ai mis toutes les vidéos que les gens et les autres peuvent voir pour vous faire votre propre idée. C'est important quand on parle, il ne faut pas attendre demain pour mettre les preuves. Et cette plateforme-là, c'est ce qui fait la grande différence. Quand tu dis quelque chose, tu mets. Et c'est pourquoi hier, quand j'ai dit que Simone a dit que Dieu l'a visité, j'ai mis la vidéo. Après, je suis allé. Ce qu'elle a dit, ils ont caché. Mais nous, on a tout. Elle a fait une vidéo où elle dit qu'elle ne regrette rien. Le mal qu'elle a fait aux gens. Le journaliste lui demande, est-ce que tu regrettes? Elle dit, elle ne regrette pas. J'ai mis cette vidéo-là aussi. Tout le monde peut voir. Donc aujourd'hui, quand toi tu parles de réconciliation, là, tu veux que qui et qui se réconcilie sur quelle base? Quelqu'un qui n'a rien fait ne doit rien regretter. Donc en disant que tu ne regrettes rien là, c'est comme si tu n'as rien fait. Donc c'est comme les victimes sont en train de mentir. Et donc quand tu parles de réconciliation, toi tu vas te réconcilier avec qui? Et puis le journaliste t'a posé la question qu'on dit que tu fais peur. Mais toi-même tu ne sais pas que tu fais peur. Il faut demander aux gens qui sont à côté de toi. Ils vont te dire que tu fais peur. C'est pas dans le bon sens. Hein. Ça ne veut pas dire que tu peux inquiéter quelqu'un. Non, loin de là. Mais ça veut dire que tout en toi-même est mauvais. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a rien de bon en toi. C'est ce que ça veut dire. Sinon, il ne faut pas penser que tu es trop gangaba et que toi, il n'y a pas l'homme pour toi. C'est Alassane Ouattara qui a joué avec toi. Sinon, le 11 septembre, on allait finir le travail. Donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer.